La rivalité sino-américaine a été quelque peu oubliée avec l'actualité chargée en Europe et au Proche-Orient, ainsi que la rafale de droits de douane tirée sur le monde entier par le président américain. Xi Jinping et Donald Trump ont été relativement discrets sur leurs échanges depuis l'investiture de ce dernier. Donald Trump expliquant qu'il n'était pas pressé de discuter avec Xi Jinping dans le contexte d'une nouvelle guerre commerciale entre les deux plus grandes économies du monde, tout en demeurant ouvert à un dialogue diplomatique honnête sur leurs intérêts réciproques. Sur Terra Bellum, cela fait des années qu'on analyse la confrontation sino-américaine. Les regards sont braqués sur l'Asie de l'Est et le Pacifique, tandis que la Chine avance ses revendications en mer de Chine méridionale. Les États-Unis tentent d'endiguer militairement et économiquement la Chine à l'aide d'une vaste stratégie dans le Pacifique, reposant sur un réseau de bases et de partenaires du nord du Japon jusqu'aux Philippines, y intégrant parfois même partiellement d'anciens adversaires comme le Vietnam. On avait fait une vidéo sur le sujet. Mais l'Asie du Sud, méconnue dans la sphère francophone, n'est pas en reste. C'est pourtant dans cette partie du continent asiatique, s'étendant du Pakistan au Bangladesh, qu'a lieu des réalignements politiques majeurs qui pourraient bien être utilisés par la Chine afin de contourner la digue américaine. Aujourd'hui, nous allons expliquer pourquoi la Chine est sans cesse à la recherche de nouveaux flux et particulièrement en Asie du Sud. Entre succès et échec, la Chine saisit les opportunités géopolitiques au Pakistan, en Afghanistan, mais aussi au Bangladesh et au Myanmar pour contrecarrer la grande stratégie américaine et contourner autant que possible le détroit de Malacca. J'ai aussi une excellente nouvelle puisqu'un nouveau podcast intitulé Éclairage diplomatique va reprendre d'ici peu grâce à la FDNU qui va réaliser cette émission. Le format sera pour le moment mensuel et portera sur des présentations de cas et d'entretiens autour de la diplomatie et de la géopolitique. Les podcasts seront à retrouver à la suite de notre précédente émission, donc si vous êtes déjà abonné sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer, c'est parfait, et sinon, le lien est en description. Rechercher, écrire, enregistrer, monter, tenir une chaîne comme Terra Bellum, ça demande beaucoup de temps et de moyens que nous finançons via la publicité YouTube ou nos sponsors en vidéo. Mais je rappelle aussi que vous avez la possibilité de devenir membre donateur sur YouTube contre des petits bonus, comme avoir votre pseudo au crédit de l'émission. Il existe aussi la revue numérique Terra Bellum réalisée avec nos contributeurs. On prépare déjà le prochain numéro pour la fin mars, mais tous nos numéros restent bien sûr disponibles et accessibles sur le site hébergeur Issou. Tous les liens sont en description. Merci à tous pour votre fidélité et très bon visionnage. La Chine est avant tout une nation de commerçants, tradition qui remonte à l'Antiquité et s'est poursuivie à travers les dynasties, ce qui a façonné la position de la Chine et son rapport au monde. Dès la dynastie Han, le développement de la route de la soie reliant la Chine à l'Europe, au Moyen-Orient et à l'Afrique a permis la circulation de produits de luxe tels que la soie, le jade ou encore les épices. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la Chine est restée un acteur dominant du commerce mondial et a mis en œuvre des initiatives telles que la nouvelle route de la soie pour renforcer ses relations commerciales dans le monde entier. Mais si la Chine est un grand producteur et exportateur, elle est aussi un grand consommateur et donc importateur. La Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants, 18% de la population mondiale sous l'égide du Parti communiste chinois qu'il faut nourrir, loger, employer et satisfaire. Dans ce contexte, le commerce international est vital pour la survie de la Chine car il lui permet d'assurer la sécurité alimentaire pour sa population. 15% environ de la superficie totale de la Chine est cultivable, là où en France, elle est de 45%. La Chine est donc le premier importateur mondial de produits alimentaires, 234 milliards de dollars en 2023. Elle importe par exemple 85% du soja qu'elle consomme, 30% du bœuf et du porc et 40% des produits laitiers. Dans cette sécurité alimentaire, l'Amérique du Sud joue un rôle capital et il faudra qu'on en parle un jour. Mais la Chine mise aussi, on l'avait vu, sur l'Afrique pour développer et diversifier ses importations alimentaires par le futur. Tout ce commerce, vous le voyez, garantit la disponibilité des ressources énergétiques pour ses entreprises, ses armées et ses citoyens. Si on parle de consommation d'énergie primaire, c'est-à-dire ce qui représente la quantité totale d'énergie utilisée par tous les acteurs économiques d'un pays, le charbon représente 56%, le pétrole 17%, le gaz naturel 8%, le renouvelable et le nucléaire 10% et la biomasse 4%. Parmi cette énergie, le pétrole est importé à hauteur de 73% et le gaz à hauteur de 40%. On entre enfin dans le vif du sujet de cette vidéo.
Le Turkménistan représente près de 35% des importations de gaz naturel de la Chine via le gazoduc Asie centrale Chine. La Russie représente environ 14% des importations de gaz et 20% des importations de pétrole chinois. Le transit du gaz s'effectue via le gazoduc Force de Sibérie, tandis que le pétrole brut est amené vers la Chine depuis les ports de l'extrême-orient russe. L'énergie restante est majoritairement importée depuis le Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Irak, Émirats, Oman, voire même Iran, que ce soit avec la flotte fantôme iranienne ou des montages via la Malaisie pour contourner les sanctions. Cette route énergétique doit traverser par voie maritime l'océan Indien, le détroit de Malacca, puis la mer de Chine méridionale pour être débarqué sur le littoral chinois. Ce flux maritime, somme toute logique, place la Chine face à ce qu'on nomme le dilemme de Malacca, qui fait référence à la forte dépendance de la Chine à l'égard du détroit de Malacca, une voie navigable essentielle reliant l'océan Indien au Pacifique par laquelle transitent entre 60 et 80% des importations chinoises de pétrole. Cette dépendance constitue une vulnérabilité stratégique. Bien sûr, selon le droit international établi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les 3 pays riverains du détroit, Singapour, Malaisie et Indonésie, ont des droits sur les eaux territoriales du détroit, mais doivent aussi garantir la liberté de passage pour les navires en transit. Mais nous sommes en 2025 et compte tenu du contexte international de remise en cause des traités, un blocus naval américain ou indien sur le détroit, des sanctions ou des pressions sur les pays propriétaires du détroit ne sont pas à exclure et pourraient même perturber les lignes de communication maritime de la Chine avec de graves conséquences, vous vous en doutez, économiques et sociales qui pourraient mettre la Chine à genoux. Pour atténuer ce dilemme, la Chine met en œuvre depuis plusieurs décennies des projets visant à diversifier ses routes d'approvisionnement pour amenuiser sa dépendance au littoral. Le projet de développement le plus connu, c'est la nouvelle route de la soie qui vise à construire des infrastructures, routes, ports, pour sécuriser l'approvisionnement en matières premières et ouvrir des voies alternatives au détroit de Malacca. Cette initiative s'accompagne du développement de corridors terrestres pour ses principales lignes d'approvisionnement, mais bon nombre de ces initiatives prendront encore des années pour se concrétiser, voire jamais. Ce qui nous intéresse ici notamment, ce sont les corridors Chine-Pakistan, le CPEC, et Chine-Myanmar, le CEMEC. Le CPEC formera un réseau d'infrastructures sur 3000 km de long et doit permettre aux pays du Golfe de livrer directement des hydrocarbures à la Chine sans passer par le détroit de Malacca. En revanche, comme la majeure partie des puissances qui importent du pétrole depuis les pays du Golfe, la Chine dépendra désormais uniquement du détroit d'Ormuz. Le CEMEC a déjà été mis en service en 2014 et permet de transporter, grâce au pipeline Myanmar-Yunnan, jusqu'à 400 000 barils de pétrole par jour sur une distance de 1200 km à travers le Myanmar. En théorie, car dans les faits, on ne sait pas combien de barils de pétrole transitent par ce pipeline à cause de la guerre civile au Myanmar qui a ressurgi en 2021. Avant la guerre, l'oléoduc Chine-Myanmar a transporté 10,8 millions de tonnes de pétrole vers la Chine. Un an plus tard, le retour de la guerre civile a largement sapé les ambitions chinoises dans la région, le pipeline ayant même été attaqué à plusieurs reprises. Mais comme je le dis souvent en vidéo, le malheur des uns fait aussi le bonheur des autres. Et si la Chine est en difficulté avec le contexte de guerre civile au Myanmar qui compromet ses projets en Asie du Sud-Est, elle a aussi d'autres opportunités en Asie du Sud. Pendant des décennies, le Bangladesh était un proche allié de l'Inde, mais cet équilibre a changé lorsque des manifestations ont forcé la première ministre Sheikh Hasina à démissionner et à s'exiler en Inde. Le gouvernement intérimaire actuel, dirigé par Muhammad Yunus, s'éloigne de l'Inde et se rapproche du Pakistan. Et pour en remettre une couche, le chef de l'armée bangladaise a critiqué la domination de l'Inde et a qualifié les relations avec l'Inde de purement transactionnelles, tandis qu'il a mis en avant le rôle de la Chine en tant que partenaire stratégique. Bien entendu, la Chine a là tout intérêt de tirer le meilleur parti de la perte d'influence de l'Inde au Bangladesh. Et ça tombe bien, Chine et Bangladesh entretiennent des liens économiques solides. La Chine est le premier investisseur direct étranger depuis 2018 et le premier partenaire commercial. La Chine a financé tout un réseau d'infrastructures, routes, ponts, lignes électriques, réseaux de communication et ports maritimes, car le Bangladesh a rejoint la nouvelle route de la soie en 2016 et fait aussi partie du projet de corridor BCMEC, qui connecterait l'Inde à la Chine en passant par le Bangladesh et le Myanmar. Les échanges commerciaux entre la Chine et le Bangladesh sont même complémentaires, bien que le Bangladesh accuse un fort déficit commercial face à la Chine. Le Bangladesh exporte des produits textiles, de l'habillement et des produits agricoles. Car oui, le Bangladesh est en effet le 4e exportateur mondial de riz au monde. Nourrir et vêtir, on en revient à ce qu'on disait au début de la vidéo.
Un atout plus stratégique mais aussi cynique du Bangladesh réside dans son industrie de démantèlement des navires. Le Bangladesh est le plus gros démolisseur de navires au monde en termes de tonnage et est peu regardant quant aux nombreuses normes écologiques et sécuritaires, ce qui en fait le paradis pour les armateurs peu regardants du monde entier. En 2019, le pays avait démantelé 236 navires, soit 58% du tonnage mondial. Vous pouvez regarder sur internet les tristement célèbres plages de Chittagong pour vous faire une idée. Au-delà du commerce, les exercices militaires conjoints entre la Chine et le Bangladesh ont soulevé des inquiétudes pour l'Inde qui a bien pris note du renforcement de l'influence de la Chine sur le Bangladesh, mais c'est aussi une façon pour la Chine de répondre à l'influence économique et militaire américaine en Inde. Comme souvent, la géopolitique est avant tout une question d'équilibre et d'opportunité. Pendant ce temps, un autre changement massif est en cours à la frontière occidentale du Pakistan. Car oui, les choses ne se sont pas améliorées depuis ma dernière vidéo de l'année dernière. Le Pakistan est plus que jamais confronté à une détérioration de ses relations avec l'Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans. Ces derniers soutenant le TTP qui a mené de nombreuses attaques meurtrières au Pakistan, et le Pakistan a riposté par des frappes aériennes en Afghanistan, ce qui a entraîné une escalade du conflit. Le Pakistan est en plus toujours en prise à des crises économiques et politiques et recherche pour le moment un soutien auprès du Tadjikistan, traditionnellement opposé aux talibans. La Chine a des intérêts importants dans la région. D'une part, elle craint un trop-plein d'islamisme qui pourrait exacerber les troubles dans sa minorité ouïghour. De l'autre, le projet de corridor CPEC sera vital pour le transit énergétique et résoudre le dilemme de Malacca. Le problème, c'est qu'il passe par cette région quelque peu agitée. Mais n'oubliez pas que la Chine est une nation commerçante et tente de traiter le problème à la racine, donc avec l'Afghanistan taliban, mais à sa manière, c'est-à-dire grâce au commerce. En septembre 2023, la Chine a été le premier pays à nommer un ambassadeur en Afghanistan et cherche à jouer un rôle de médiateur auprès des talibans pour sécuriser ses investissements, notamment dans les ressources naturelles afghanes. Je vous renvoie vers notre vidéo dédiée. Le retrait américain a fait de la Chine un acteur incontournable en Afghanistan, tant et si bien que le projet est maintenant de l'intégrer dans son projet de nouvelle route de la soie à travers des projets d'infrastructure et d'exploitation minière, cuivre, lithium et terres rares. Les Chinois proposent, le client dispose et les entreprises chinoises ont même exprimé leur intérêt d'investir dans le solaire en Afghanistan. Le soutien chinois à l'Afghanistan se joue aussi à l'ONU, où le pays a été le seul, avec la Russie, à s'abstenir lors du vote d'une résolution sur la nomination d'un envoyé spécial. La Chine cherche en fait à construire un consensus régional pour stabiliser l'Afghanistan. Pour la Chine, la position stratégique du pays, le long de l'initiative de la nouvelle route de la soie, en fait un partenaire attrayant. Cependant, l'instabilité régionale ne se limite pas aux talibans qui doivent administrer l'Afghanistan, et ce sont autant les rivalités tribales, l'assise de l'État islamique du Khorasan dans la région et la faiblesse structurelle du Pakistan qui posent le plus gros défi à long terme. En mars 2024, 5 Chinois ont été tués par une voiture suicide au Pakistan, ce qui a conduit à la suspension de chantiers de barrages hydroélectriques dans le nord du pays. Le 6 octobre 2024, 2 autres Chinois travaillant sur un projet de centrale nucléaire ont été tués à Karachi dans une attaque revendiquée par des séparatistes baloutches. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Chine tente de consolider son statut de puissance régionale et répondre à des besoins internes en menant une diplomatie proactive envers l'ensemble de son voisinage, le tout essentiellement basé sur le commerce, la protection et la diversité de ses flux de communication. Mais si des opportunités arrivent, comme au Bangladesh, les ambitions chinoises se heurtent aussi aux nombreuses crises dans le monde, que ce soit la résurgence de la guerre civile au Myanmar ou l'effondrement continu du Pakistan. Les défis à long terme pour la Chine sont conséquents, mais la mise en œuvre du corridor économique CPEC et l'extension de la nouvelle route de la soie en Asie centrale sont aussi vitaux pour ses ambitions à long terme et préparer le choc face aux États-Unis dans l'Indo-Pacifique. Je rappelle, compte tenu de notre format YouTube, qu'il s'agit ici de vidéos de synthèse et j'espère vous avoir donné dans les grandes lignes un bon aperçu de la stratégie chinoise, ses opportunités et ses difficultés. N'hésitez pas aussi à enrichir cette vidéo en commentaire et si cette vidéo vous a plu, je rappelle les gestes simples, mettez un j'aime, n'oubliez pas de partager sur vos réseaux sociaux, ça fait vraiment la différence, surtout quand on ne parle pas de sujets d'actualité qui sabotent complètement l'algorithme et c'est bien dommage. Vous avez la possibilité de devenir membre donateur sur YouTube contre des petits bonus comme des emojis disponibles en commentaire ou avoir votre pseudo au crédit de l'émission. Je rappelle également que grâce à la FDNU, le podcast va reprendre. Tous les liens utiles sont en description, que ce soit vers le podcast, la revue, nos réseaux sociaux. Merci aux membres YouTube qui nous soutiennent, merci à tous pour votre fidélité et à la prochaine.